Bonsoir amis téléspectateurs, il est 20h, l'heure de Kinshasa, vous regardez votre magazine Le Rendez-vous du week-end de ce dimanche 1er septembre 2019. Ce rendez-vous rétrospectif de l'actualité. L'actualité elle a été dominée cette semaine qui vient de s'achever par non simplement la sortie du gouvernement mais aussi les rencontres, les différentes d'ailleurs au sein du PPRD. Emmanuel Ramazani Shadari, le permanent de ces partis qui a reçu les jurés promis pour le compte du PPRD. Joseph Kabila a également reçu tous les ministres, les vice-ministres, les vice-premiers et ministres d'État, membres du FCC, mais à l'UDPS également. Ça n'est suivi de réactions au MLC, Jean-Pierre Bemba, pour le compte de ces partis phares de la Mouka et de l'opposition, a donné de la voix. Mais également Québec, Washington, Paris, tout comme Stockholm sont tous prêts à pouvoir accompagner ce gouvernement. Cette équipe Ilukamba, la toute première, comprend 66 membres du gouvernement. Alors, les défis et missions, on en parle dans cette émission, la troisième de ce mois, la troisième d'ailleurs pour ce numéro, avec un libre penseur, il est écrivain, mais aussi chercheur de la gouvernologie. Il s'appelle Hubert Kabassoubabou Katulondi, qui n'est plus à présenter. Monsieur Hubert, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. Ça fait longtemps, très content de vous retrouver, mais aussi de vous retrouver sur ce plateau. Votre première participation, merci à vous d'être venu. Un mot sur ce magazine, mais un mot aussi sur ce grand plateau de rendez-vous qui vous reçoit ce soir. Merci beaucoup. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour faire remarquer aux téléspectateurs que j'apprécie la poussée de progrès, d'innovation que j'observe et dans laquelle j'opère en ce moment. Et je vous remercie de cette invitation. Libre penseur, vous avez beaucoup écrit. Joseph Kabila, je prends juste un livre, la vision réinventrice du Congo, c'était en 2008. En 2010. En 2010. J'ai sorti ça en 2010. Vous parliez de cette vision de Joseph Kabila. Je parlais de la nécessité d'une reconstruction qui ne soit pas simplement une sorte de dynamique de replâtrage, mais une reconstruction qui puisse véritablement s'inspirer de l'impératif ontologique, l'impératif sociétal de la réinvention en fait du Congo. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons l'indépendance en 1960 et puis il y a l'hécatombe de sécession et des guerres, etc. Et puis nous avons l'arrivée de Mobutu en 1965 qui a bien commencé avec des élans de modernisation et puis il y a eu la catastrophe de la zaïrianisation, etc. Et puis les guerres. Tout ça a fait que le Congo a véritablement déraillé de sa trajectoire post-coloniale. Et donc, le régime de Kabila, bien entendu, n'a pas fonctionné de manière parfaite, absolue, mais le régime de Kabila a quand même enclenché des poussées qui ont remis le Congo sur le rail de sa reconstruction. Maintenant, les fondamentaux sont là. Il appartient au régime de Félix Tshisekedi d'élever le Congo à un autre niveau. Vous avez été gouverneur à Kananga. Je reprends peut-être pas des fusques à l'esprit. Vous avez dit une fois, les chefs de l'État à l'époque, Joseph Kabila, vous reçoit, vous aviez votre farde pour présenter les projets du gouvernement, mais vous avez été désagréablement surpris que Joseph Kabila vous parlait d'autre chose que les priorités de la province. Non mais écoutez, c'était à cette époque-là, il y avait les élections en vue, il y avait tout ce qu'il y avait comme pression, comme cette sorte de brume politico-électorale, et je pense que les chefs de l'État avaient son esprit ailleurs. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde en 2019, on peut effectivement dire qu'on vient de très loin. Voyez-vous, personne ne pouvait croire. Vous imaginez aujourd'hui, nous avons les leaders du parti de l'opposition, l'aile de l'opposition qui avait été l'aile la plus radicale, la plus extrémiste, qui a fait pleuvoir sur Joseph Kabila toutes sortes d'invectives, voyez-vous. Et donc pour la deuxième fois, voilà, Joseph Kabila a fait une prouesse d'une démarche consociative, d'une démarche d'association politique pour créer la cohésion, mettre les intelligences ensemble pour propulser les pays vers sa destinée. Évidemment, est-il absolument nécessaire d'avoir une sorte de fixisme, une sorte d'obsession sur les déficits?
Je pense que non, sinon on risque de tomber dans ce que le philosophe et théologien Kamana appelle l'auto-impuissancisation. C'est-à-dire, lorsque vous vous imbibez trop de négativité, vous devenez incapable de voir le brin de bien de chez vous. Or, pour avoir les progrès, il faut que l'on soit en mesure de pingler, de discerner quelques réalisations de notre société. Vous êtes également politologue. Avant de prendre même les thèmes qui concernent l'émission aujourd'hui, le gouvernement de la République, défis et missions, j'aimerais que vous puissiez quand même avoir 2 minutes pour commenter sur l'alternance politique qui est intervenue en fin 2018. Oh, merci beaucoup. Je pense que la question vaut son pesant d'or parce que nous sommes dans une sorte d'effervescence, nous sommes dans une sorte nous semblons être obnubilés par le fait qu'il y a tel qui est arrivé au pouvoir, des gens à la cité célèbre se mettent aussi la poudre sur la tête comme à l'occasion de la célébration de collation des gardes académiques. Tout le monde était de fêter, les gens de chaque clan, de chaque tribu disent que, comme on peut dire en Kassa et Kouetouato, etc. Mais il faut réaliser que le Congo vient de loin. Nous avons été à Sainte City, nous avons été dans la rébellion, on vient de très très loin. On ne pouvait pas vraiment s'imaginer un jour. C'est pourquoi, d'ailleurs, je voudrais ouvrir une parenthèse de très rapidement. J'ai converti mon travail de mémoire en livre, mais c'est en anglais, Democratization in the Democratic Republic of Congo from Joseph Mobutu to Joseph Kabila. Quand vous regardez la trajectoire, on peut dire véritablement qu'aujourd'hui, quand on regarde le fait politique, le phénomène politique de l'alternance, mais également aujourd'hui du gouvernement Ilunga Kamba. Vous imaginez, Joseph Kabila, je pense qu'il a réalisé, en dépit des imperfections qu'on peut lui coller, parce qu'il ne faut pas seulement avoir les yeux focalisés sur le passif, il faut aussi regarder les fondamentaux. Donc, imaginez-vous, on a réédité l'exploit de 2006, je vais dire de 2003 à 2006. Joseph Kabila accepte que les belligérants, ensemble, on travaille ensemble pour poser les jalons. En fait, on peut dire que Bemba, Obérois et les autres ont travaillé ensemble à partir de Sainte City jusqu'ici pour remettre le Congo sur les rails de la démocratisation, de la transformation avec les 1+4. Aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Imaginez-vous, l'UDPS qui était le parti le plus radical, l'UDPS qui pouvait s'imaginer sous Mobutu ou même sous Kabila ou sous Mzé, dont d'ailleurs, à l'époque de Mzé, on avait arrêté Tshisekedi, on l'avait renvoyé à son village à Kabila. Qui pouvait s'imaginer qu'aujourd'hui, on aura un président, fils de Tshisekedi, oui. Qui travaille avec Kabila, en coalition avec Kabila, qui mettent ensemble un gouvernement, qui donne au gouvernement, à la République, un gouvernement dont d'ailleurs tout le monde célèbre aujourd'hui l'une des innovations qui consiste à avoir plus de 77% d'acteurs qui sont des têtes nouvelles. Bien qu'évidemment, le fait d'être un nouveau gouvernement n'est pas une garantie des compétences et de moralité. Merci beaucoup, il ne faut pas sombrer dans l'illusion. Ok, Hibert Kabassou-Babou. Vous avez été à Fon quand il y a eu les massacres de Kamona Sampou au Kasaï, chez vous, je ne sais pas pourquoi. On ne fait pas les débats sur ça. Non, j'en ai quand même parlé parce qu'il ne faut pas oublier, très rapidement, il ne faut pas oublier que... Non, ce n'est pas les sujets à l'ordre. Non, mais très rapidement quand même, c'est important. Quand j'étais gouverneur... Vous avez été à Fon à l'époque, mais... Non, j'en ai parlé parce que quand j'étais gouverneur, moi j'ai failli avoir pire que Kamona Sampou. Parce qu'à mon époque, les gens de Loubi, l'époque à Katoulaye, ont dépiécé un major vivant comme ça. Ils n'ont même pas tiré, ils l'ont coupé avec les... J'ai eu la présence d'esprit d'envoyer feu général Mouchaïl, un excellent ex-phase formé à l'université, à l'académie militaire de Mons, qui est allé là-bas, qui a pu calmer la situation. Et donc, j'ai donné de la voix parce que c'était une tragédie tout à fait inutile, parce que le gouverneur aurait pu simplement être humble, accepter de parler avec Kamina Sapou et on n'aurait pas eu cette tragédie. On va parler de Clément, bon, je ne vais pas citer le nom. Merci beaucoup, Hibert Kabassou-Babou. Ce n'est pas les thèmes de l'émission pour ce soir, de ce dimanche, 1er septembre 2019. La rentrée, c'est déjà demain lundi. Gratuité, enseignement des bases. Fatih, on fait vraiment son chou gras. Ah mais voilà, c'est légitime, c'est au moins, je veux dire, un pas, une action, un pas qui est franchi. On a franchi les Rubicons. Maintenant, annoncer la gratuité, c'est une chose. La gratuité comme politique publique, comme une option rationnelle. Mais maintenant, concrétiser cela, c'est autre chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut débourser progressivement une cagnotte de plus de 300 millions de dollars.
C'est pas facile. Quand on voit les contraintes budgétaires aujourd'hui, et lorsque l'on sait entre parenthèses... Trimestriellement. Non, on a dit... on a dit par an. Parce que non, par an, nous sommes dans les 2,8 milliards. Mais même alors, voilà. que ce soit trimestriellement ou par an, c'est un véritable défi, parce que si vous dites 2,8 milliards, c'est encore... Oui. C'est gravissime, parce que on sait qu'aujourd'hui... C'est au moins les tiers du budget. Je dirais même la moitié, en termes de capacité de mobilisation nette. Ça, c'est une chose. Mais je pense qu'en ultime instance, il y a la problématique de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ça, c'est une autre paire de manches. On espère qu'avec ce nouveau gouvernement, on pourra voir toutes ces dimensions. Donc, une chose est d'envoyer les enfants à l'école et remplir les salles de classe, mais une autre, c'est la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement, parce que le président de la République, Félix Tshisekedi, lors du séminaire de mise en train des gouverneurs, au cours duquel, séminaire d'ailleurs, j'étais un des participants, mais aussi dans la commission pédagogique, lorsqu'il a décliné sa vision au gouverneur, il a dit que le premier rayon stratégique de sa vision consiste en la transformation de l'homme. L'éducation est fondamentale dans la transformation de l'homme. Voyez-vous. Alors maintenant, quel va être les contenus de la politique publique pour améliorer la qualité, je veux dire, de l'enseignement au niveau fondamental et au niveau primaire. Ça, c'est un défi majeur lorsque l'on prend en considération la véritable dégénérescence ontologique substantielle de l'être congolais, à partir déjà du régime Mobutu, parce qu'il ne faut pas oublier que sous le régime Mobutu, que déjà, même Jeune Afrique parlait des enfants terribles de Mobutu, les Zaïrois, dont d'ailleurs, qui ont connu une dénormativisation en termes de valeurs et des principes. Ça sera son bilan en 2023 et sa réélection en dépend. Hein. Bien sûr. Mais malheureusement, on voit, on a commencé avec les 100 premiers jours, mais on ne voit pas encore. Quand vous regardez, quand vous descendez de l'aéroport de Njili et que vous conduisez, vous passez Pascal, etc., vous ne voyez pas encore le brin, je veux dire, même les iota, le fragment de mutation en termes de la normativité, en termes de valeur, même la manière de l'être. Regardez comment on conduit sur la route. On va en parler tout à l'heure. C'est un cauchemar. Hubert Kabasou-Babou, allez, on va prendre le thème qui nous concerne aujourd'hui, mais restons dans la gratuité de l'enseignement. À vous écouter, j'ai comprendre que vous avez peut-être peur que le chef de l'État, le président de la République, soit comme un coureur qui va s'essouffler à un moment. Non, non, votre assertion est d'une véracité indubitable. Parce que, écoutez... Mais ça va nous ramener dans des grèves. Mais justement, on craint cela. Parce que j'ai suivi sur Top Congo les remarques pertinentes d'un professeur, enfin je vais dire d'un enseignant de mathématiques de l'Institut Elika, qui disait d'ailleurs qu'il fallait déjà un décaissement, un pré-décaissement pour les frais de fonctionnement, déjà pour le mois de septembre. Il y a au moins 21 000 écoles qui en manquent déjà. Ah ben voilà, alors, nous sommes dimanche aujourd'hui. Mais non, voilà. Et puis on aura le mois d'octobre, décembre déjà il y a décalage, on aura le mois d'octobre. On n'est pas des prophètes des malheurs, mais on dit qu'il faudra véritablement mobiliser des fonds, parce que vous savez, la problématique, c'est la problématique de l'ordonnancement en termes de trésorerie. Parce que quand vous gouvernez, vous avez des besoins illimités. OK? Mais votre trésorerie vient à compte-gouttes progressivement. Voilà. Ça veut dire que ce mois ici, vous avez par exemple dans votre trésorerie, dans votre cash flow réel, vous avez 200 millions de dollars. Maintenant, vous avez l'armée, vous avez Ebola, vous avez les érosions, vous avez Kuluna, vous avez telle chose, mais maintenant, vous avez aussi... mais voilà, quoi. Merci beaucoup, Hubert Kabasou-Babou. Vous entrez là dans le vif d'ailleurs de notre sujet d'aujourd'hui. On parlait du gouvernement Iloukamba, 66 membres, défis et missions. Alors, vous pensez que 66 membres, nous sommes allés dans une sorte de coalition FCC-CAS. Mais quand vous regardez d'abord la configuration, vous parlez tout à l'heure du dosage d'âge, ce qui a été respecté, mais aussi la prise en compte de la question gender, 17%, aussi des représentativités sur l'ensemble du territoire national, même si la question du Nord-Ubangi pose problème. Le Premier ministre a rassuré qu'au retour du président, tout va s'améliorer. Mais vous êtes content de cette équipe Iloukamba? Quelle chance vous donnez cette équipe? Bon, écoutez, il faut être... moi, je suis un libre penseur, spirito-rationaliste, comme on dit. Donc, je déploie à la fois la foi et la raison. Évidemment, ceux qui ont une conception un peu surannée des libres penseurs, les libres penseurs, ils ne sont pas chrétiens. Mais moi, je suis plutôt positiviste. C'est pour dire que
nous devons accepter, dire qu'on vient de loin, 7 mois on a attendu, le gouvernement est là, il faut féliciter l'effort. Encore qu'il faut dire que c'est pas facile d'avoir les deux forces qui étaient antithétiques, qui étaient vraiment des adversaires farouches, de se mettre ensemble pour donner à la République un gouvernement. C'est déjà acceptable. Mais là où il y a un problème, c'est sur le plan managérial. Quand vous avez 66 ministres, vous savez, en termes de principe de management simple et même de gestion des systèmes, plus le système est lourd, plus le processus décisionnel devient compliqué. Je me demande même la machine grève. Je me demande même si à la fin de son mandat, le Premier ministre connaîtra les noms de chaque ministre. Voyez-vous, quand vous êtes dans le conseil des ministres avec 66 personnes, vous imaginez, dépend des décisions, chacun va parler pour donner son point de vue, parce que c'est le conseil des ministres sur une question donnée. Donc c'est un problème. Mais deuxième problème, c'est également au point de vue du coût. Voyez-vous, on parle déjà, certains experts parlent, bon évidemment ça a vérifié, certains experts parlent déjà d'au moins 35 millions de dollars de frais de fonctionnement, rien que pour les 5 vice-premiers ministres et les 10 ministres d'État. D'autres parlent déjà d'une projection de 5 millions de dollars de frais d'installation, voyez-vous. Par et donc, ministère. Non, pour l'ensemble, des frais d'installation dans l'ensemble. Maintenant, il faut tenir compte du fait que déjà avec notre capacité des collectes de ressources qui est très très modeste, et la rémunération du personnel politique, les frais de fonctionnement, les missions, etc., tout ça consomme dans les 65 à 70%. Ce qui fait que l'État congolais est toujours très faible en termes de capacité d'affectation des ressources dans les infrastructures, dans les investissements, comme dirait d'ailleurs, comme a dit hier le gouverneur de la Banque centrale, les investissements publics, je vais dire, productifs. Voyez-vous? Et donc, c'est un problème. Mais il faut également dire qu'il ne faut pas être naïf. Les faits que vous avez 77% de gens qui n'ont aucune expérience gouvernementale, qui n'ont jamais été au gouvernement, n'est pas la garantie des compétences, n'est pas la garantie de moralité. Ça veut dire simplement qu'ils n'ont jamais eu... Et ce n'est pas non plus la garantie d'échec. Hein. Mais non, il ne faut pas penser que mais il y a plus... D'expérience, Non. Il y a plus de probabilité de rater avec des gens qui n'ont aucune expérience de gouvernement. Parce que, quand je dis expert en gouvernologie, il faut réaliser que la gouvernologie, c'est un champ, c'est un sous-champ de la science politique. La science politique, c'est un champ scientifique très vaste. La gouvernologie, c'est une science spécialisée de l'art de gouverner. Voyez-vous, quand vous êtes en dehors des institutions, et quand vous êtes dans les institutions, c'est compliqué. Vous devez gérer l'administration de votre cabinet. Dans chaque cabinet, il y aura peut-être 30 ou 40 personnes. Vous devez gérer les finances. Vous devez gérer la communication. Vous devez gérer les interactions politiques entre vous-même et votre parti politique, mais également avec les médias et les autres. Vous devez gérer les interactions politiques entre vous et les autres collègues du gouvernement. Ça devient hyper sophistiqué, hyper complexe. Alors, pour un individu qui est un néophyte, il doit apprendre même pendant une année la viscosité. Même le président de la République est en train de découvrir la différence qu'il y a entre faire la politique discursive de l'opposition et gérer l'État. Voyez-vous, ça demande une élévation idéologique. Alors, ça demande une innovation, une immersion managériale. Et surtout dans un contexte un peu particulier d'une coalition, une première dans notre pays. Bon, peut-être on l'a vu avec Kasavubu et Lumumba, mais vous avez vu, ça n'a pas produit justement. Alors, quelle chance pour cette deuxième expérience? Je pense que la première chose... Après la démocratisation. Mais écoutez, je pense qu'il ne faut pas non plus être pessimiste radical. Ça veut dire qu'il y a quand même des compétences là-dedans. Quand vous prenez quelqu'un comme un Sélé, qui est un stratégiste... L'argentier, vous voulez... Oui, un Sélé, c'est un stratégiste robuste, d'ailleurs formé à Harvard en ce qu'on appelle Executive Education. Un Sélé, c'est un excellent stratégiste. C'est devenu l'un des piliers parce que tous les gouvernements, en termes de gestion financière, tout le gouvernement va être axé sur, je pense qu'ils vont répandre le paradigme de la troïka stratégique. Un Sélé va être au cœur de ça, et donc c'est une potentialité. Azarès Oubera, vous pouvez ne pas l'aimer et souffrir d'une sorte de tutsiophobie pathologique, mais c'est un frère que je connais personnellement parce que j'ai travaillé avec lui au RCD comme secrétaire général. C'est un frère très cartésien. Voyez-vous, il est très principiel. Oubera, c'est les principes. L'Oubérois, c'est l'argument rationnel. Voyez-vous, donc là aussi on peut compter. On peut compter également sur quelqu'un comme Mangelo,
Du moins sur le plan... Guillaume Pépin. Oui, Guillaume Angelo, du moins sur le plan de la technicité dans son domaine, parce qu'il a travaillé longtemps dans les cadres de la coopération régionale. Alors, c'est parmi les rares personnes oui. qui entrent au gouvernement oui. déjà avec les idées claires sur ce qu'ils vont faire. Alors, comme analyste, moi je suis politologue, quand vous voyez par exemple quelqu'un comme Guillaume Pépin Angelo, aussitôt vous voyez l'ombre de Raymond Tshibanda Tunga Moulongo. Quand vous voyez quelqu'un comme le ministre Kouet, vous voyez l'ombre de... comment il s'appelle Chadari ou professeur Bochab. Quand vous voyez quelqu'un comme Amos Mbayo, vous voyez l'ombre de Obemanouakou, comment il s'appelle, mais quand vous voyez aussi, est-ce que ce n'est pas qu'ils sont comme des sous-traitants et que les vraies décisions ne vont pas se prendre au sein de leur département ministériel qu'ailleurs? Non, je pense que ça, c'est... à parler des sous-traitants, moi, je pense que ce n'est pas juste et ce n'est pas logique. Parce que lorsque vous regardez, surtout les personnes que vous venez de citer, ces personnes sont sur... Parce que vous savez, aux États-Unis, moi, j'ai eu plutôt la grâce de fonctionner, d'étudier en Afrique du Sud et aux États-Unis. Lorsque l'on veut faire une projection d'analyse sur un gouvernement, on regarde d'abord sur le plan idéologique, sur le plan de la pensée. Quand ces personnes étaient dans les médias, dans leurs écrits, qu'est-ce qu'ils pensent, que ces personnes pensaient dans leur domaine spécifique, voyez-vous. Mais on regarde aussi la trajectoire professionnelle, ce qu'on appelle les track records. Voyez-vous, quand vous voyez Amos Mbayo, c'est quelqu'un qui a de la passion, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps pour les sports. Pour les sports. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs dans le sport reconnaissent sa compétence, il a des idées, voyez-vous. Quand vous regardez quelqu'un comme Guillaume Angelo, c'est vrai qu'il est très philosophique. Et maintenant, la philosophie va se retrouver face aux défis de la gouvernance, de la praxéologie gouvernementale. Mais en réalité, Mangelo a des bonnes idées et Mangelo a travaillé longtemps avec Tshibanda dans les cadres de la coopération régionale. Et d'ailleurs, je pense que ce document de corridor de Lobito, il est parmi les concepteurs. Quand vous regardez Azaras Ouberois, à partir de Sun City, c'est quelqu'un qui s'est battu bec et ongle pour la configuration, les principes de la décentralisation que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aura pas chevauchement? Vous avez par exemple quelqu'un qui est ministre des Affaires étrangères, de l'UDPS, et vous avez un autre du FCC qui est le ministre de la coopération, francophonie. Il n'y aura pas chevauchement? Non, je pense qu'il y aura, sur le plan gouvernologique, je pense qu'il n'y aura pas chevauchement. Parce que ce qui est important, c'est l'ensemble, c'est d'abord la vision qui est articulée par les chefs de l'État, mais la vision qui est également liée à ce qu'on appelle en jargon le cadre logique, le log frame, comme on dit, le plan national stratégique de développement. Donc il y a la vision du chef de l'État qui est, je veux dire, un élément référentiel. Maintenant, il y a la vision qui est énoncée dans les programmes de gouvernement, les objectifs, et dans chaque axe, dans chaque secteur, il y a des actions et des projets. Si par exemple on dit il faut améliorer les conditions de vie des diplomates, je ne vois pas où il y aura des problèmes. Alors, on va parler donc, ils doivent... Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il faut qu'il y ait un leadership fort. Leadership fort, comme je dis toujours, leadership fort, ça ne veut pas dire leadership qui a des biceps, ça veut dire simplement, c'est l'abréviation de F fort, F-O-R-T, les leadership F pour la focalisation, O pour les objectifs, R pour les résultats, T pour la transformation. Leadership qui a le focus, qui a la focalisation sur les objectifs, les résultats et la transformation. Donc, le président de la République doit s'élever au niveau du leadership fort, le Premier ministre doit s'élever au niveau du leadership fort, dont d'ailleurs, on a vu quelques performances sous Matata. Matata a mis la barre en termes de performance, la barre très haut, voyez-vous. Donc, le Premier ministre Ilunga Kamba, aujourd'hui, a du pain sous la planche en termes d'opérationnalisation performante du gouvernement, en termes d'une gouvernance énergétique, voyez-vous, qui a la même mise sur l'impact réel des actions, voyez-vous. Et donc, il faut qu'il y ait une synergie entre le président de la République, son cabinet, qui doit aussi connaître un séminaire, une formation, la primature, et surtout, le ministère clé qui est le ministère du plan. Parce que c'est le ministère du plan qui coordonne le monitoring et l'évaluation de la mise en œuvre du programme de gouvernement. Très bien, avec Élisée Minembo. Alors, M. Kabassou Babou Hubert, je comprends que vous avez du mal à accepter le fait que quand vous avez un ministre cash, un vice-ministre FCC, ou soit un ministre FCC, un vice-ministre cash, cela peut s'apparenter, comme les analystes le disent, à une sorte
de contrôle. Hein. On se surveille mutuellement, on n'a pas vraiment confiance. Non. Au point de vue managérial. Écoutez, il y a une dimension dans mon livre, et d'ailleurs c'est le seul livre, seul ouvrage de praxéologie gouvernementale qui existe dans la République aujourd'hui. On l'a utilisé pour les séminaires de formation au gouvernement Tchibala en 2017, même pour la formation des gouverneurs. Malheureusement, c'était des formations qui n'étaient pas structurées substantiellement. Il faudra un séminaire approfondi rien que sur l'exécution et l'évaluation du programme de gouvernement. Donc, ça veut dire travailler en esprit d'équipe. Hein? En esprit d'équipe et dans la gouvernementalité, ça veut dire dans les raisonnements gouvernementaux. C'est vous qui le pensez, ou bien vous pensez que ces gens-là sont prêts à travailler dans cette gouvernementalité? Oui. Non, ça veut dire il est nécessaire et il y aura voilà. Un séminaire. Là, vous bémolisez un peu. Oui, mais il y aura un séminaire. Il faut qu'il y ait un séminaire. Il faut qu'il y ait un séminaire. Parce que regardez. Merci. Le CAS et FCC CAS, la coalition, ils s'étaient réunis en Mboué là pendant 3 jours. Ils se sont mis d'accord, ils ont harmonisé leur point de vue sur chaque palier du programme de gouvernement. Maintenant, il faut décomposer les programmes de gouvernement de manière sectorielle. La jeunesse, le sport, etc. Et donner chaque segment du programme à chaque ministre avec la vision du secteur, les objectifs du secteur, et les projets fondamentaux, les projets, comme on dit en jargon, les projets game changers. Alors, est-ce que vous avez déjà vu projet il faut changer vraiment l'histoire Yamboka. Donc maintenant, ils vont être axés. D'ailleurs, il faudra qu'on ait ce qu'on appelle les fiches or, les fiches des objectifs et des résultats. Évidemment, il peut y avoir ce qu'on appelle déficience d'intelligence émotionnelle, un problème d'ego. Oh, il est entré le premier, moi je suis entré. Oh, il a parlé, moi je n'ai pas parlé. Oh, il a plus 4. Hein? Oh, il a nommé les conseillers, moi je n'ai pas nommé les conseillers. Il y aura un problème de gestion des émotions et des personnalités, mais tout ça dépend du leadership fort du chef de l'État, du leadership fort du Premier ministre. Ibeka Kabasouva vous parlez tout à l'heure d'un projet, vous avez dit, game changer. Game changer. En français, ça veut dire les projets fulgurants, les projets novateur, performant, propulseur de la transformation. Justement, est-ce que ces projets, on l'attendra peut-être pendant la déclinaison de l'action gouvernementale, ou bien c'est un projet qui sera porté par le président de la République lui-même? Est-ce que vous voyez ça en Fati? Non, ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, très franchement, je n'ai pas entendu dans la discursivité du chef de l'État l'énonciation claire des projets game changers, des projets propulseurs structurants, les projets fondamentaux novateurs du chef de l'État, on n'a pas encore entendu de manière limpide. Et maintenant, il faudra que dans le programme de gouvernement, parce que le programme de gouvernement, c'est la vision, l'analyse du contexte, l'analyse du contexte, la problématique en SWOT, les axes stratégiques, les objectifs et les actions par secteur, les termes de la mobilisation des ressources, mais également la batterie de paramètres d'évaluation. Parce que vous pouvez avoir un programme de gouvernement, mais il faut nous dire comment vous allez l'évaluer. Parce que quand on change de gouvernementalité, quand on dit alternance, il faut qu'il y ait véritablement une modalité de gouvernance qui assure la transparence et l'évaluation qui veut dire claire. Il faut dire à la population que tous les 3 mois, nous allons évaluer, voici comment nous allons évaluer. Je donne un exemple très simple en passant. Les Rwandais, par exemple, ont ce qu'ils appellent les Umushikirano. C'est une séance publique. Des rédévabilités. Oui, des rédévabilités, exactement. Merci pour le concept. On met tous les ministres là-bas, les premiers ministres. Le gouvernement rwandais a ce qu'ils appellent le Rwanda Governance Board, qui est une structure chargée du monitoring et de l'évaluation du programme de gouvernement. Et le gouvernement rwandais a subcontract, donc un contrat. Vous êtes pas anglophone, hein? Oui, mais je suis anglo-saxon. Et le gouvernement rwandais a un contrat avec un think tank, une maison d'intelligence stratégique anglaise et une autre américaine. Et à la fin de la période, les 3 se mettent ensemble pour dire voici dans la zone d'analyse qui est tout à fait cartésienne, paradigmatique, les écarts et ce qui a été réalisé. Donc, il faut innover dans ces sens-là. Si on ne les fait pas, vous voyez, quand vous allez dehors, quand vous allez maintenant au gouvernement, vous êtes pris dans la nébuleuse des interactions avec votre parti politique. Tous les baillards du parti, vous appelez Préso, Excellence, c'est votre propre famille. Voyez-vous, les renseignements, l'ANER vous suit, vous avez tous les technocrates de l'administration, vous avez la communication, les médias qui vous attaquent à gauche, à droite. Donc, vous risquez de perdre le nord, voyez-vous. C'est pourquoi il faut une gouvernance axée sur le leadership fort. Et Matata a mis la barre très haut. Alors, aujourd'hui, Kabila, Joseph, a peut-être planté les décors en termes politiques des institutions de la République. Vous pensez, pour revenir au thème du débat d'aujourd'hui, de ce soir, de ce dimanche,
qui peuvent être les défis de l'actuelle gouvernance, les défis de l'actuel pouvoir de Félix. Les défis, il est économique, les défis, il est peut-être transformationnel, ou bien les défis, il est gouvernemental en termes de gouvernement. Oh, mon cher ami et mon cher frère, les défis sont nombreux. C'est vrai, Joseph Kabila et son régime, en dépit de déficience, de corruption, impunité, etc., a créé ce qu'on appelle les fondamentaux systémiques. C'est-à-dire que nous avions, quand Kabila arrive, d'ailleurs quand les gens parlent du bilan de Kabila, pour parler intelligemment des bilans, il ne faut pas seulement regarder les bilans à la clôture, il faut regarder les bilans à l'ouverture. D'où nous venons. Oui, il faut regarder les bilans à l'ouverture. Quand il arrive, on n'a pas de constitution, on n'a pas de CENI, on n'a rien. Donc, il a mis les systémiques, ou les systèmes en place. La stabilité macroéconomique est en place. Maintenant, le grand défi, le premier défi, c'est le défi de l'amélioration de la gouvernance avec beaucoup de contrôle. C'est le défi Fati. Oui. Il faut améliorer la gouvernance avec beaucoup de contrôle pour être en mesure de maximiser les revenus. Ça, c'est numéro 1. Mais numéro 2, ça, c'est même facile à faire. Pas mobiliser, hein. D'abord, mobiliser ou maximiser maximiser, parce qu'on mobilise déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand Joseph Kabila arrive ici, en 2001, le budget du Congo était à peu près 300 millions de dollars. 300 millions, ouais. Aujourd'hui, sous Matata, on est arrivé à plus ou moins 6 milliards de recettes. Aujourd'hui, on est tombé à 4-5 milliards de recettes, plus ou moins. Donc, il y a eu quand même des évolutions. Maintenant, il faut maximiser, les recettes. Mais, en termes de développement, du déploiement de l'intelligence développementale, organiser la gouvernance pour mettre des contrôles, éviter la corruption, c'est moins facile, c'est plus facile que déployer l'intelligence développementale pour produire plus. Parce que le vrai défi d'un homme d'État, ce qu'on appelle le statesmanship, dans le sens d'Adam Smith, le vrai défi, c'est de déployer une intelligence de créativité, d'imagination pour produire, créer les richesses nouvelles. Vous voyez ça dans les chefs de ces ministres nommés? Bon, il faut être positif, il ne faut pas d'emblée. Mais je pense quand même que le fait que, avec le régime de Joseph Kabila, on est parti des 300 millions de dollars de budget, on est parti des 4 milliards de produits intérieurs bruts, aujourd'hui on est à 42 milliards. D'ailleurs, dans les livres auxquels vous avez fait allusion, Joseph Kabila et la reconstruction réinventive du Congo, je disais déjà, j'ai béni Dieu parce que ma projection était correcte. Je disais qu'en 2025, on peut atteindre 50 milliards de produits intérieurs bruts en net. Parce qu'aujourd'hui, en termes de PPP, Purchasing Power Parity, on est dans les 72 milliards de dollars. Mais le contexte, il est un peu particulier. Non, les contextes, il est particulier, c'est vrai. Le cobalt qui... Oui, mais justement, vous avez raison. Oui, c'est ça un défi aussi. C'est un défi. Mais vous avez toute l'économie extravertie. Non, vous avez raison, partiellement, parce que c'est un défi. Voyez-vous, sous d'ailleurs Matata a pu faire beaucoup de performances parce qu'il y avait l'embellie avec le cobalt, etc. Le cobalt a atteint dans les 90 000 dollars. Mais avec l'embellie, on a atteint à peine 6 milliards. Mais c'est beaucoup, on vient des 300 millions. On vient des 300 millions de dollars. On vient d'un produit intérieur brut. Après 18 ans. Non, attendez. Il faut, quand vous dites 18 ans, il ne faut pas sombrer dans des supputations politiciennes et, populistes. Quand vous dites 18 ans, il faut vous rendre compte que nous sommes le seul État qui avait été écroulé par un système politique totalitaire. C'était le seul système politique totalitaire de l'Afrique. Le Rwanda aussi, au bout de 20 ans. Non, les Rwandais, écoutez, les Rwandais, quand nous on commence, on sombre dans la guerre, les Rwandais de 1994 jusqu'à aujourd'hui n'a plus eu de guerre. Mais nous, pendant que les Rwandais se construisaient, nous on a écroulé le pays. Encore 20 ans après, ça va quand même par rapport à nous. Oui, non, mais nous avons fait des performances. Nous ne sommes pas encore là où on devait être. On devait être à 500-600% de là où on est aujourd'hui. Si sous Mobutu, il n'y avait pas eu zaïrianisation qui était un effondrement économique tectonique abyssal, voyez-vous, on est parti de 14 milliards de dollars de produits intérieurs bruts à 4 milliards. C'était vraiment un effondrement. Si sous Mobutu, il n'y avait pas eu cet effondrement, s'il n'y avait pas eu de guerre, s'il n'y avait pas eu zaïrianisation, s'il n'y avait pas eu les pillages, on dépasserait même le Nigeria aujourd'hui. Ok, je vous prends le concept au monde, vous parlez des maximisations de recettes. Aujourd'hui, peut-être la mobilisation pose problème. Vous pensez que ce gouvernement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les vrais problèmes, c'est les secteurs miniers qui posent problème avec les FMI et la Banque mondiale. Vous pensez que Lukamba devrait tourner vers l'Occident avec les Bretton Woods, ou bien il faut aller dans des marchés boursiers, il faut aller voir chez les Chinois, soit, si vous voulez bien, aller voir et emprunter de l'argent chez les Américains.
Non, mais votre question vaut son pesant d'or. Aujourd'hui, je pense que il faut être pragmatique, il faut être réaliste, il faut être volontariste. Les FMI, la Banque mondiale n'ont jamais développé de manière fulgurante un pays quelconque. Ça n'existe pas. Ni la Chine, ni le Japon, ni la Corée du Sud, encore moins les Rwanda. Donc, les institutions de Bretton Woods, on les accepte, c'est comme des garde-fous en termes de gestion macroéconomique, en termes d'assistance pour faire le route, etc., pendant que notre État est fragile. Mais si nous voulons une reconstruction qui est fulgurante, il faut être volontariste, il faut être souverainiste. Je regarderai le président de la République dans les yeux, je regarderai M. Ilunga Komba, je veux dire, il ne faut pas vous faire vassaliser par les FMI et la Banque mondiale. Il faut aller chez les Chinois. Les Chinois ont de l'argent qui donne aussi sans intérêt. Les Chinois ont de l'argent qui donne comme des facilités des caisses. Ça ne mettra pas Fatih en porte-en-faux avec l'Occident? Il faut être souverainiste. Il faut être souverainiste, il faut les regarder en face. Mais attention, il faut être équilibré. Il faut aller aussi chez les Américains pour dire, les Américains viennent de constituer des fonds de 60 milliards de dollars. Pour oui, pour le développement de l'Afrique, 60 milliards de dollars. Mais il faut des projets bancables pour aller... Oui, mais exactement. Maintenant, il faut... vous savez, j'ai fait des va-et-vient entre Kinshasa et Washington et Johannesburg. Ils disent, même au département d'État, à la Maison-Blanche, ils disent toujours, nous voulons aider le Congo, mais nous attendons, comme ils disent en anglais, we have started a conversation with Mr. Tshisekedi. Nous avons amorcé une conversation avec M. Tshisekedi. Nous attendons qu'ils nous mettent sur la table de projets game changers. Voyez-vous, parce que les Américains, tous, que ce soit les démocrates, liberals ou les conservateurs, ils raisonnent sur deux paramètres. Comment est-ce que votre pays et vos politiques publiques vont permettre d'avoir des retombées équitables entre vous et les États-Unis? Comment est-ce que votre pays va permettre de défendre les intérêts sécuritaires des États-Unis? Donc il faut réfléchir, il faut être volontariste, aller chez les Américains avec des projets, mettre sur la table, dire monsieur, nous voulons un développement fulgurant de notre pays. Nous sommes souverains, nous avons des devoirs vis-à-vis de la population et nous voulons autant. Et aller chez les Chinois et dire nous voulons autant. Les Japonais ont dit qu'ils ont 30 milliards. Nous voulons autant. Il faut au moins, au minimum 5 milliards de dollars dans les 2 ans ici pour des projets game changers. Je vais ouvrir une parenthèse que je fais un peu rapidement. Avec quelle garantie, pendant que nous-mêmes, nous ne savons pas assainir notre finance publique? D'abord, il faut dire que nous avons un taux d'endettement très faible. Okay. Joseph Kabila, nous sommes éligibles à la dette. Oui, Joseph Kabila, vous pouvez l'aimer, ne pas l'aimer dans un élan politicien, mais il a laissé un État dans un meilleur État au point de vue de l'endettement. Nous sommes les moins endettés par rapport au Congo-Brazzaville, 9 milliards, par rapport à l'Angola qui s'est noie dans la dette. Alors, maintenant, nous sommes d'ailleurs le seul pays où il y a eu un nouveau président qui a trouvé de l'argent dans les caisses, dans les trésors publics pour faire un programme de 100 jours. Aller poser la question à l'Angolais, comment il s'appelle déjà, Joao Laurence, il courait partout ici. 2 semaines après sa prise de pouvoir, il courait partout chez les Français, partout pour chercher un peu de sous. Donc, il faut des projets surtout ambitieux. Il faut un élan développementaliste qui est volontariste. Il faut être pragmatique. Et donc, parce que si vous y allez, le Fonds monétaire national va nous donner assistance, soutien à la trésorerie, l'appui budgétaire. Qu'est-ce que vous allez faire avec 300 milliards ou avec 700 milliards? Mon frère, au moment où nous parlons, à Drodro, à Kalambambouji, à l'Équateur, il y a des gens qui ont été catapultés dans des conditions existentielles moyenâgeuses. Voyez-vous, il faut créer, il faut donner au moins à chaque territoire, je dis bien à chaque territoire, il faut donner au moins à chaque territoire, si c'est moins, au moins 50 millions de dollars pour l'agriculture, pour l'agro-industrie. Il faut amorcer l'élan des zones économiques spéciales. Laissez-moi vous dire très rapidement. On en a encore une ici à Malouko. Oui, mais qui est encore en train de balbutier. En 2008, lorsque je faisais des recherches pour publier les livres dont vous avez parlé maintenant, Joseph Kabila et la reconstruction réinventive du Congo, défis et prospectives, en 2008, je faisais des recherches, j'avais découvert que le Rwanda, en 2008, amorçait déjà des études de faisabilité pour sa première zone économique spéciale, en 2008. En 2016, je suis allé à l'heure Umushikirano, ils m'ont fait visiter 2 zones économiques spéciales, 2, dont la plus grande, la deuxième, a aujourd'hui en construction une raffinerie d'or. Nous, ça fait 58 ans d'indépendance, on n'a aucune taillerie de diamants, aucune raffinerie d'or. Voyez-vous, à NTB, il y a un Belge, il y a un rapport américain que j'ai vu aux États-Unis à des Century. En 2017, il y a le Belge là, avec sa raffinerie à NTB, qui a raffiné 7 tonnes d'or provenant du Congo. Il a même reconnu que c'est l'or congolais. À Dubaï, 70% d'or vendu à Dubaï, c'est l'or congolais. Ils viennent du Congo. Oui, voilà. Mais donc, nous tournons en rond.
Depuis Mobutu, on dit zone France d'Inga, zone France d'Inga, et aujourd'hui, on a une seule zone économique spéciale qui est encore en balbutiement. Mais je dois quand même applaudir l'agence de régulation des zones économiques spéciales, parce que, quand même, il y a quelque chose qui commence. Hubert Kabassou-Babou Katulondi, c'est notre invité de ce dimanche 1er septembre 2019. 4 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Nous parlions tout à l'heure de l'équipe Ilukamba, défis, émissions. Il y a des défis aussi sécuritaires, hein, mais vous donnez combien de temps à cette équipe pour... D'abord, je voulais dire qu'en dehors des défis, il y a aussi la mission. Nous avons eu trop de gouvernements avec des missions essentiellement, éminemment politiques. Joseph Kabila ayant réalisé nous n'avons plus de constitution à faire, nous n'avons plus... La commission électorale est là, on peut la réformer, etc., mais elle est là. Nous n'avons plus les cadres macroéconomiques à assainir, c'est déjà assis. Il faut investir. Maintenant, il faut une mission essentiellement et à prédominance socio-économique. Ça veut dire qu'il faut enclencher une dynamique fulgurante, expansive, accélérée, de croissance économique diversifiée et inclusive, voyez-vous, sur tous les territoires. Il ne faut pas se contenter de Kinshasa. Sur tous les territoires, à Drodo, à Kalambambouji, à Kabondo Dianda, partout là-bas, voyez-vous. Et parce qu'il faut, toujours dans la perspective, je suis de manière classique d'Adam Smith, ce qu'il appelle le statesmanship. Donc, il faut d'abord produire les richesses nouvelles qui vont être utilisées pour prendre soin de la population. Parce que si vous voulez, vous dites je vais prendre soin de la population, alors que vous n'avez rien dans votre gibecière, ça va être de la démagogie, vous allez être... Parce qu'il ne faut pas oublier que l'UDPS, Félix Tshisekedi, nous venons de faire la première alternance après 58 ans. Mais écoutez, nous sommes en retard parce que beaucoup d'autres pays, Sénégal, Burkina Faso, Guinée, ont eu l'alternance il y a plusieurs années. Mais il ne faut pas oublier que l'opposition ou les opposants de ces pays-là n'ont pas nécessairement, en dépit des annonces, n'ont pas nécessairement changé ces pays-là de manière fulgurante. Regardez Talon, Patrice Talon, il bat de l'aile. Regardez même l'ANC. Hein, le seul pays où on a vu... Il y a Iboni. Oui. Le seul pays... Alpha Condé également. Oui, voilà, le seul pays où on voit véritablement que non, il y a une intelligence en déploiement ici, c'est le Rwanda. On a vu le Rwanda, on a vu la Namibie, on a eu le Botswana, l'île Maurice également. Donc, en tant que peuple, nous ne pouvons pas avoir de fierté, nous ne pouvons pas avoir de dignité et l'estime de soi si nous ne sommes pas en mesure, à un certain moment, de créer ce qu'on appelle l'intelligence synergétique. Si toutes les intelligences ne peuvent pas se mettre ensemble avec une opposition qui est républicaine, et j'estime, je pense que le chairman Bemba va être en mesure d'émerger comme le porte-parole de l'opposition, faire une opposition républicaine, même notre frère Moïse Katumbi, pour que nous puissions créer cette synergie, cette symbiose qui permettra finalement de voir éclore le Congo, étoile brillante au cœur de l'Afrique. La vision de Lumumba. C'est facile de le dire, ou bien c'est difficile de l'avoir avec un premier gouvernement de coalition, et vous avez des gens qui viennent un peu de partout. Quelqu'un qui se sent plus redevable à Kingakati qu'à Limité. Non, je pense que là aussi, il y a une erreur. Dans le livre d'ailleurs sur la gestion politique du programme de gouvernement, malheureusement je n'ai pas mis une copie ici, dans les livres sur la gestion politique du gouvernement, dans la mise en œuvre du programme, n'oubliez pas que tous les partis politiques, que ce soit même les républicains ou les démocrates, le programme de gouvernement, que ce soit au niveau national ou provincial, il a toujours des racines dans le projet de société du parti. Ouais. C'est-à-dire que le parti a une responsabilité, le chef du parti a une responsabilité de s'assurer que les cadres qui sont déployés dans le gouvernement travaillent, ils comprennent l'esprit du parti, dans sa souscription au principe de la coalition, de la consociation, et que ces cadres qui sont déployés sont performants. Parce qu'il est honteux pour un parti politique que ses détracteurs ou que l'opposition commence à dénoncer l'incompétence du ministre avant que le parti lui-même ne l'ait dénoncé. Les partis ont été en mesure de voir que ces cadres ici, bon, on voulait quand même être reconnaissant de son militantisme, tout ça, mais on voit qu'il n'est pas à la hauteur, et de manière tout à fait rationnelle, on dit non, on veut le retirer et le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc c'est pas un blasphème, c'est pas un péché que des ministres, que des députés aillent parler à leur autorité morale. Encore que dans les cas de Joseph Kabila, c'est une double obligation. Dans les conditions normales des temps et des circonstances, dans un régime parlementaire ou semi-parlementaire, c'est Joseph Kabila qui aurait dû être Premier ministre. Oui, il dit qu'il doit être Premier ministre, en réalité. Et donc, maintenant qu'il n'est pas Premier ministre, qu'il y a un autre Premier ministre, il faut qu'il se rassure, lui aussi en tant qu'autorité morale,
il prodigue de bons conseils en termes de moralité, en termes de compétences, en termes de performance à ses camarades. L'émission touche à sa fin. Monsieur Hubert Kabasobabou Katoulondi, je rappelle que vous êtes chercheur de la vous l'avez dit, gouvernologie. Gouvernologie, donc l'épistème et la praxis, donc l'art, la science du gouvernement. Écrivain, libre penseur. Vous pensez que dans cette première alternance et dans cette coalition, le Parlement a également un rôle important à jouer. Le Parlement a un rôle à jouer. Le Parlement a un rôle à jouer. Nous ne voulons pas la Cour des comptes, parce qu'on a vu cette sorte d'imbroglio avec l'ANER, etc. L'ANER, laquelle l'ANER, je continue à dire que l'ANER doit être transformée également. Même le nom là, ANER, on doit l'enlever, mettre autre chose. Il faut faire un peu d'imagination, de créativité. On peut mettre ANER depuis Mobutu jusqu'aujourd'hui. Il faut trouver une autre appellation. Par exemple, le Bureau de recherche et d'intelligence sécuritaire, BRIS. Il faut faire preuve de créativité. Il faut innover. ANER, vous voyez, ça évoque beaucoup de choses. Ouais. Maintenant, le Parlement doit aussi s'innover. Notre sœur, la présidente Mabounda Janine, qui est une dame très très cartésienne. Moi, je travaillais avec elle, j'étais ADEF à l'époque où elle est devenue ministre de portefeuille. Donc, il faut que les programmes de gouvernement soient envoyés là-bas à temps pour être disséqués. Voyez-vous, il ne faut pas faire de formalisme. Alors, où on dit non, les députés ont déjà été motivés et puis le Premier ministre arrive là-bas, il donne la synthèse. Et puis, alléluia, praise the Lord. Non, pas question. Mais également, vous, les journalistes, il faut qu'il y ait des journalistes spécialisés dans le suivi et l'évaluation du programme de gouvernement. Les universitaires, il faudra. Il y a Oui, il y a la dimension de la communication du programme. Aujourd'hui, on voit les gouverneurs, comme le gouverneur de la ville de Kinshasa. Son programme de gouvernement a été validé, son gouvernement a été validé, mais il n'a même pas encore réuni la presse, il n'a pas réuni la population de Kinshasa, la FEC, les opérateurs économiques pour dire voici mon programme de gouvernement. Parce que le programme de gouvernement, c'est vous qui le publiez, mais il est référentiel pour la société. Parce que la société, comme disait Rosan Vallon, le gouvernement n'a pas seulement pour mission de prendre des décisions, de mobiliser les ressources et les allouer, mais il a également fondamentalement ce qu'on appelle l'état réflexif, des données, des référents, des repères. Les référents et les repères sont dans le programme de gouvernement parce que le programme de gouvernement, il n'est pas simplement un document qu'on donne à l'Assemblée pour être validé, mais c'est véritablement un document de la conscience, de l'entendement de la société sur elle-même. Très bien. Les référents, les repères, ce sont vos mots. On verra ces référents, on verra ces repères dans les prochains budgets. Vous devez exiger, vous les journalistes, que les premiers ministres et chaque gouverneur, même le gouverneur, qui viennent vous expliquer ces programmes de gouvernement. Merci beaucoup. Hubert Kabasobabou Katoulondi, on a passé 45 bonnes minutes avec vous pour scruter cette première équipe, cette première monture. Vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Vous donnez combien de temps à cette équipe pour un prochain remaniement? Je ne sais pas, parce qu'il n'est pas dans les circonstances de temps et de température, il n'est pas garanti que le gouvernement Ilunkamba va fonctionner pendant 5 ans. Il y aura certainement gouvernement Tshisekedi 1, gouvernement Tshisekedi 2, peut-être 3. Voyez-vous, parce que les gens qui sont restés là en dehors, on leur a dit certainement, bon, calmez-vous, calmez-vous. Vous n'êtes pas surpris de l'absence des, entre guillemets, grandes figures, hein, comme Évariste Bochab? Non, je pense que ça n'aurait pas été honnête, ça n'aurait pas été logique, ça aurait été même immoral que des gens continuent comme si eux, ils avaient une sorte de monopole de la vérité et de la connaissance sur l'État. Non, la République exige. La République, dans l'entendement d'Emmanuel Kant, c'est l'espace où germe la raison. C'est-à-dire, la raison, chacun de nous doit avoir la possibilité de déployer sa raison, donner les idées pour l'avancement de la République. Ce n'est pas le monopole et l'exclusivité de qui que ce soit. Très bien. Merci beaucoup. Merci Hubert Kabasobabou. Merci beaucoup d'avoir été pour votre joli studio. Merci beaucoup. Allez, madame, monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci d'avoir été les nôtres. J'espère qu'on a passé un très bon week-end ensemble et nous sommes en train de clôturer cet week-end avec vous. Mais aussi, vous dire toutes nos gratitudes. Et pour un lendemain meilleur, de mardi à lundi, ce sera la rentrée scolaire, bonne rentrée des classes pour tous nos enfants qui vont reprendre le bleu blanc, le chemin de l'école. Vous personnellement, vous avez aussi des enfants ou ça, des membres de famille? Oui, j'ai des neveux, des nièces, etc. Donc, vous avez préparé déjà la rentrée? Je n'ai pas encore commencé. Très bien. Merci beaucoup, Hubert Kabasobabou. Merci à la co-réalisation de Hamilton Jacobi, Didi Doumontiri et de Jenny. Les caméras étaient l'œuvre de Moro Ndjambé. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir été le nôtre, d'avoir passé 45 minutes avec nous, avec notre invité. Les rendez-vous du week-end
prenez notre rendez-vous les dimanches prochains, 20h juste, sur nos antennes. Bonne évasion chez vous. Au revoir.